bienvenue à ce lundi de la mer du mois de mars. Alors, en février, la Maison de la Mer a réalisé un dossier sur la pêche et les innovations dans le magazine Sciences Ouest, que vous connaissez peut-être, qui est le magazine de l'actualité scientifique en Bretagne, édité par l'Espace des sciences de Rennes. Et on s'est dit que pour les lundis de la mer, on pouvait s'inspirer de ce dossier et en prolonger un petit peu le débat. Et du coup, on a par contre choisi d'axer la thématique de ce soir sur la sécurité à bord des navires de pêche du futur. Et pour cela, on a invité Françoise Douliazel, qui est de l'Institut maritime de prévention, et Éric Guignac, qui est juste devant, de l'armement à la pêche artisanale de Quai-Romans, qui vont essayer de nous exposer comment on peut rendre les navires du futur plus propres, plus économes et plus sûrs. Donc bonne conférence, et puis on se retrouve tout à l'heure pour la séance habituelle de questions. Donc bonjour, donc je suis Françoise Douliazel, je suis directrice de l'Institut maritime de prévention qui est basé à Lorient. Donc j'ai donc en charge de vous parler effectivement de la sécurité à bord des navires de pêche du futur. Je disais à Anaïk qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, je suis peut-être un peu hors sujet dans ce que je vais dire, puisqu'on parle de navires de pêche du futur. En même temps, le navire de pêche du futur, c'est pas forcément un navire avec énormément d'innovation. On en reparlera avec Éric Guignac, puisqu'on a à peu près le même avis sur le sujet. Mais c'est un navire qui va être plus sûr, plus propre, plus sain, c'est les mots qu'on utilise. Et surtout qui va permettre d'avoir vraiment des conditions de sécurité, de travail et de vie à bord qui seront nettement améliorées. Les innovations, souvent dans le navire de pêche du futur, ça peut être autour de la motorisation, mais les innovations, elles peuvent être aussi très simples pour nous en fait. Ça peut être des aménagements qui font que justement toutes ces conditions de travail et de vie vont être nettement améliorées. Donc pour commencer, bien évidemment, je vais vous dire un mot sur l'Institut maritime de prévention, puisque vous connaissez peut-être pas pour certains d'entre vous. Donc c'est une association nationale de la loi 1901 qui est basée à Lorient, qui est composée de 8 personnes, donc 2 techniciens en hygiène et sécurité, 2 ingénieurs ergonomes. Moi-même, je suis la directrice, mais je suis juriste en droit maritime de formation. Et nous avons donc comme mission principale de préserver la santé et la sécurité des gens de mer. Alors la prévention des risques professionnels dans le secteur maritime et l'amélioration des conditions et de vie et de travail des gens de mer. Donc très rapidement, je ne vais pas m'étaler, mais juste pour vous expliquer aussi ce que l'on fait. Donc on assure un suivi statistique des accidents du travail maritime, des circonstances des accidents du travail maritime, qui nous permet d'avoir une analyse un petit peu plus fine des statistiques qui sont élaborées au niveau national. On peut accompagner des projets de modernisation et de construction. Donc on va en parler un petit peu plus en détail. Lorsqu'on n'a pas de projet de construction, on peut aussi aider les armements et les entreprises en leur proposant des diagnostics sur la sécurité des conditions de travail et de vie à bord des navires ou dans les entreprises. On accompagne aussi certains professionnels dans leur démarche de prévention, des initiatives qu'ils peuvent avoir ou que les organisations professionnelles aussi peuvent avoir. Et on travaille également beaucoup sur l'expérimentation et l'aide au développement de nouveaux équipements, notamment équipements de protection individuelle, matériel de récupération de l'homme à la mer, des choses comme ça sur lesquelles on travaille. Il faut aussi que je précise ce qui n'est pas dit ici, c'est que nous travaillons, notre public c'est l'ensemble des gens de mer, donc des inscrits ENIM, régime de sécurité sociale des marins, c'est-à-dire que ce sont aussi bien les professionnels de la pêche que du commerce, que des cultures marines. Uniquement le monde professionnel. Nous sommes amenés évidemment à travailler avec le monde de la plaisance sur des sujets qui pourraient être communs, mais notre public principal c'est le monde professionnel. Alors, bon, si on parle sécurité, forcément, il faut un petit peu parler de chiffres et parler de l'accidentologie dans le secteur de la pêche en 2014. La source qui est prise ici, c'est le service de santé des gens de mer, donc de la direction des affaires maritimes.
c'est la statistique nationale. Donc aujourd'hui, à la pêche, enfin en tout cas en 2014, puisqu'on est toujours sur des années N-1, on a pu identifier 1023 accidents du travail maritime à la pêche. Ça constitue à peu près la moitié du nombre des accidents du travail du secteur maritime en général. La population retenue, c'est 16 094 marins. Alors là, on pourrait avoir un débat très long sur la population maritime, mais on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, sachant qu'on peut prendre parfois donc le nombre de marins, l'ensemble des marins inscrits à l'ENIM, ou les marins embarqués plus de 3 mois ou plus de 6 mois. Là-dessus, à l'IMP, on a des chiffres qui peuvent varier un petit peu parce qu'on a tendance à prendre des équivalents temps plein, c'est-à-dire généralement embarqués plus de 6 mois. Mais bon, ça, ce sont les statistiques nationales. Ce qui nous amène à un indice de fréquence à peu près de 55 pour 1000 et 8 décès. Donc tout cela... Comment ? C'est la population par rapport à... c'est le nombre d'accidents du travail par rapport à la population qui nous ramène par une équation à voir le nombre rapporté par 1000, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, le secteur de la pêche, c'est un secteur, bien sûr, très accidentogène, qui, suivant ces éléments-là, est à peu près placé en deuxième plan après le bâtiment, pour ce qui concerne l'accidentologie. En revanche, c'est un métier qui est, en termes de mortalité, très important, enfin en tout cas le premier en termes de mortalité, puisque 8 décès sur une population de 16 094 marins, bon, vous imaginez, c'est quand même très important. Et donc c'est sans commune mesure avec les autres secteurs d'activité. Donc, bien évidemment, face à cette accidentologie, sécurité, prévention des risques professionnels, ça doit être une priorité pour l'ensemble des acteurs maritimes. Donc, je vais vous parler sécurité, mais je vais vous parler conditions de travail, puisque les deux sont intimement liés. L'amélioration des conditions de travail et l'amélioration de la sécurité, ce sont vraiment deux choses qui vont ensemble. Donc juste un tout petit rappel en termes de prévention des risques professionnels. Donc la sécurité et la prévention des risques professionnels, donc c'est une priorité, comme je l'ai dit, pour l'ensemble des acteurs. Il y a des principes généraux de prévention que l'on retrouve dans le Code du travail. Donc j'ai repris bien sûr les plus importants nous concernant. Donc les principes généraux de prévention, c'est éviter les risques, combattre les risques à la source, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux et prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Donc évidemment, le moyen le plus efficace de prévenir les risques professionnels, c'est tout simplement de réduire l'exposition ou de supprimer l'exposition au danger. Mais évidemment, ce n'est pas toujours facile et ça l'est de façon complètement différente. En tout cas, ce n'est pas facile sur un navire existant et ce n'est pas non plus toujours facile sur un navire neuf. Donc on va faire un petit peu la comparaison. Je vais quand même vous expliquer les mesures de sécurité déjà qu'on peut mettre en place sur un navire existant. Je vous expliquerai après comment on peut intervenir ou la nécessité d'intervenir sur des navires neufs. Donc sur les navires existants, prévenir ou réduire les risques va déboucher forcément sur la transformation du navire. Alors sur un navire ancien, existant, forcément les transformations vont être contraintes par les caractéristiques de l'existant, c'est-à-dire la structure, les espaces disponibles. Donc ça va nous laisser beaucoup moins de marge de manœuvre pour pouvoir intégrer des nouvelles mesures de prévention ou des nouveaux aménagements en matière de sécurité. Et puis, souvent, ces aménagements peuvent avoir un coût élevé
parce que ça nécessite des interventions très, très particulières. Je vous prendrai tout à l'heure un exemple pour que vous mesuriez un peu la différence entre transformation et intégration sur un navire neuf. Et puis, donc, bon, bah, ça je viens de le dire également, ça peut avoir des conséquences sur les caractéristiques du navire. Comme l'a souligné, je citais mon ancien président, Georges Touré, qui avait fait un rapport sur le renouvellement de la flotte de pêche en navires sobres, sûrs et sains. L'alourdissement des navires va résulter en fait de l'accumulation au fil des années des équipements supplémentaires, des couches de peinture, des nouvelles motorisations, en fait de tout un tas de choses qui vont parfois remettre en cause les données initiales d'habitabilité du navire et de stabilité, de franc-bord. Donc c'est vrai que les transformations, l'impact des transformations sur la sécurité du flotteur doivent être pris en compte et peuvent être importantes. Bon, cependant, il faut relativiser quand même. Lorsqu'elles sont bien menées, les transformations à bord des navires de pêche peuvent être très efficaces. Là, je vais prendre un exemple qui est plus lié au travail, aux conditions de travail qu'à la sécurité en tant que telle. Même si, oui, donc ça, c'est ce que je viens de dire, hein, remise en cause, désoptimisation du navire. Donc, je vais vous prendre un exemple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'IMP travaille sur des projets de construction ou de conception de nouveaux navires, mais on peut aussi être amené à collaborer avec des armements sur des améliorations en termes de conditions de travail à bord. Donc l'exemple que je vais vous prendre tout simplement, c'est la mise en place de tables de tri. Alors, a priori, ça doit paraître complètement banal ou marginal, mais c'est quelque chose d'important. Souvent, le travail peut se faire à genoux, à bord des navires, et tout simplement, la mise en place de tables de tri peut permettre très nettement l'amélioration des conditions de travail à bord. Donc ça, c'est un exemple à bord d'un navire de pêche. Donc, en fait, on a établi un diagnostic à bord du navire au travers d'un embarquement. On a travaillé avec l'équipage. On a travaillé ensuite avec l'armement et on est arrivé à mettre en place tout simplement des tables de tri pour améliorer les conditions de travail des marins. Parce qu'on va le voir plus tard, si on traite en même temps sécurité, conditions de travail, c'est pas neutre. C'est un ensemble de choses. On va le redire après, je ne l'ai pas encore dit, mais le navire, c'est un lieu de travail, c'est un lieu de vie. Tout est un ensemble de choses qui interagissent en fait entre elles. Donc voilà l'exemple des tables de tri à bord des navires. Donc, on va en venir au cas des nouveaux navires. Donc l'idéal, bien évidemment, on a vu sur un navire existant, les marges de manœuvre sont relativement faibles, le coût est souvent élevé, c'est pas toujours une priorité en termes d'investissement. Donc l'idéal, c'est d'intégrer les mesures de sécurité au stade de la conception des navires. Donc le navire du futur, on le veut plus propre, on veut plus économe, on veut plus sûr. On imagine qu'on est dans un projet de construction. Et bien voilà, on a une fenêtre de tir énorme. On se dit, voilà, on va pouvoir faire tous les aménagements qu'on en souhaite. On va pouvoir intégrer toutes ces données-là. Sauf que souvent, la construction de navires n'est pas forcément synonyme d'amélioration de la sécurité des conditions de travail. C'est juste une opportunité. Maintenant, l'opportunité, l'armateur, le porteur de projet va prendre cette opportunité ou pas. Il va décider d'intégrer ces éléments ou pas. Et donc, quelle va être la prise en compte de la sécurité et des conditions de vie et de travail dans le projet du nouveau navire? À la conception, l'armateur du chantier, l'armateur et le chantier à qui il passe commande vont avoir un certain nombre de contraintes.
Ces contraintes, elles sont qu'il va falloir... Il y a des contraintes réglementaires, il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes financières. Il va falloir construire un bateau dans une enveloppe de jauge qui va de puissance, de longueur, à laquelle ils ont le droit, et au-delà duquel ils ne pourront pas aller. Ensuite, il va falloir que le projet rentre dans une enveloppe financière, dans un budget qui est quand même le nerf de la guerre, évidemment. Donc l'armateur va devoir faire des choix en matière d'équipement. Malheureusement, bon, ça ne va pas toujours être favorable, ça ne va pas être toujours la sécurité ou l'amélioration des conditions de travail qui va primer. Donc là, tout ce qui est caractéristique du navire, réglementation technique, voilà, toutes ces contraintes, il faut les prendre en compte. Et finalement, ce n'est pas forcément, donc, comme je vous l'ai dit, la sécurité qui va être le premier élément. Alors, ce qui est important, et ce que nous, ce sur quoi on insiste vraiment, c'est que sur un projet, dans tout projet de construction, si on a un souhait d'aller vers une amélioration de la sécurité et conditions de travail, si on souhaite au moins expertiser et avoir une analyse d'un point de vue ergonomique, ça se fait vraiment très très en amont dès l'élaboration du projet. On va réfléchir ensemble aux différents aménagements, on va peut-être pouvoir émettre un avis, on va accompagner d'un point de vue ergonomique le processus de conception et de construction du navire. Ça, c'est ce qu'on appelle à l'IMP la sécurité intégrée, c'est vraiment la sécurité au premier stade, dès la conception, dès l'élaboration du projet. On va intervenir sur plusieurs choses. Alors, juste pour un petit rappel du rôle de l'ergonome. L'ergonome, il ne va pas être là pour empêcher et pour apporter des contraintes supplémentaires au travail, puisqu'on sait qu'un nouveau navire, ce qui va primer, c'est le travail, c'est la rentabilité économique, c'est le métier. Donc, l'ergonome, il va être là pour adapter le travail à l'homme. Il est là pour essayer de préserver la santé des opérateurs et permettre à l'entreprise également, en parallèle, d'atteindre ses objectifs économiques. Il n'est pas question d'intervenir comme un frein à l'objectif premier du porteur de projet. Donc on va la prise en compte en fait de toute cette dimension santé sécurité au travail, elle va passer tout simplement, et l'avis qu'on va pouvoir donner dans le projet d'élaboration, dans la conception du projet, ça va être de donner un avis sur l'emplacement des locaux, des circulations, des zones de travail, sur l'aménagement des locaux de vie, sur l'aménagement des postes de travail. C'est quelque chose qui, s'il est pris en compte très en amont, ne va plus devenir une contrainte, va être complètement intégré au projet. Et il y a des choses toutes simples que l'ergonome pourra mettre en avant et qu'un architecte n'aura pas vu tout de suite, ou parce qu'il est dans le projet tel que demandé par le porteur, par l'armateur et par l'outil de travail en lui-même. Donc, je l'ai dit tout à l'heure déjà, donc le navire, c'est un lieu de travail, c'est un lieu de vie. Il est évident, bon, je ne sais pas, peut-être qu'Éric Guignac en parlera, mais le confort à bord, c'est vraiment synonyme de bien-être physique, c'est synonyme de bien-être psychologique. Et au final, c'est synonyme de productivité. Un marin qui se sent bien sur son bateau, où il y a des conditions de vie acceptables, puisqu'on part quand même pour quelques jours, voire quelques semaines sur certains navires. Donc tous ces éléments-là sont vraiment à prendre en compte dans la conception du navire lui-même. Je vais vous prendre un exemple de mesure vraiment
primordial à prendre à la conception du navire et qui est très difficile à intégrer sur un navire existant. Comme vous le savez sûrement, le bruit constitue un problème grave à bord des navires. Les pêcheurs sont exposés sans arrêt au bruit, que ce soit au travail, que ce soit au repos. Le bruit est constant, le bruit est plus ou moins important suivant les endroits dans lesquels ils se trouvent, souvent sur des longues périodes. Donc la prévention du bruit à la construction du navire doit être vraiment un souci permanent. Alors, il y a plusieurs solutions d'ordre architectural qui peut permettre la réduction du bruit à bord des navires. Là, je citais quelques petites choses que je ne maîtrise pas, mais je vous les cite. Enfin, là encore, ça va, mais pour la suite. L'éloignement des locaux de vie des principales sources de bruit. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît simple en soi, mais qui n'est pas forcément évidente à mettre en place sur un nouveau navire. La position de grille de ventilation machine, mais des choses encore beaucoup plus techniques, comme le montage souple des moteurs de propulsion, la transformation de l'installation hydraulique. Bon, là, je connais beaucoup moins, donc je vous dis ce que j'ai écrit. Le montage des postes d'équipage sur sol flottant. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites à la conception, qu'il est hors de question de pouvoir... Enfin, qui ne sont pas envisageables sur des navires existants, qui coûtent relativement cher, qui peuvent être une priorité pour un porteur de projet s'il a eu à subir le bruit de par le passé sur son ancien navire. C'est vraiment quelque chose d'important, le bruit qui est très difficile à mettre en place sur un ancien navire et qui doit donc être vraiment une priorité à bord du navire neuf. Donc là, je vous reprends... Donc quand elles ne sont pas prises en compte au stade de la construction, donc tous les éléments dont je vous ai cités. Alors nous, on a un peu travaillé sur cette question-là à l'IMP. Sur les navires existants, il y a des solutions, mais il y a les équipements de protection individuelle, bien évidemment. Il y a des choses comme le contrôle de bruit actif en tête de bannette. On ne va pas rentrer dans le détail des choses techniques comme ça, mais qui vont être testées sur un navire et qui pourraient permettre en tout cas d'être isolés pendant la période de repos, d'être isolés du bruit et de pouvoir permettre en tout cas aux marins de se reposer réellement. Donc l'IMP a participé, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai peut-être, pour certains, vous pensez que c'est des choses qui sont, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça reste des mesures qui sont, le bruit par exemple, pas tellement pris en compte dans les projets de construction, ou pas par tous, parce que ça a un coût quand même important. Les zones de circulation, ça c'est des choses qui sont beaucoup plus prises en compte aujourd'hui dans les nouveaux projets de construction. Les zones de circulation, l'éloignement des zones de vie, du moteur, des choses comme ça. Donc là, je vous ai mis juste 2-3 diapos sur des projets auxquels on a participé, puisque on a participé à plusieurs projets autour donc du fameux navire du futur, navire plus propre, plus économe et plus sûr. Il y a notamment un programme qui s'appelle le programme Cochise, qui est un programme qui était issu du premier appel à projet navire du futur, donc de l'ADEME sur les investissements d'avenir. Donc il y a eu tout un travail de fait avec le bureau d'études Mauric autour donc de ce que pourrait être ce nouveau navire du futur. Donc on a travaillé beaucoup sur effectivement les espaces de travail et donc ça a donné ce premier bateau Arpège à Boulogne-sur-Mer qui est donc sorti du chantier il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, qui nous donne ce beau bateau. L'autre projet là qui est en cours, c'est le projet Mégaptère, qui est évoqué également dans la revue Science Ouest, qui est un projet de trimaran de pêche
C'est un projet labellisé Polymère avec donc les chantiers Bernard de Locmiquélic et puis l'école centrale de Nantes. Donc voilà. Donc là encore, on a travaillé à ce projet-là au stade des plans pour essayer de voir, d'apporter un peu l'œil de l'ergonome sur certains aménagements et sur certains choix d'organisation à bord. Il y a d'autres projets, bien sûr, de navires de pêche du futur qui sont plus modestes. J'allais utiliser ce mot-là, mais en fait, qui sont des projets comme d'autres, là, plus autour des côtiers polyvalents, économes et plus sûrs. Donc ça, c'est porté par un bureau d'études qui s'appelle Braze Marine Consult. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont au stade de la conception, enfin ils sont en recherche de financement, je ne sais pas, ils ont trouvé, pour construire la coque de ce nouveau navire appelé Sérénité. Donc voilà, juste pour un petit rappel pour finir, donc comme je l'ai dit, donc tout ça, c'est que ce soit la sécurité, les conditions de travail, les conditions de vie, tout ça c'est intimement lié. Ça doit bien évidemment être une priorité pour l'ensemble des acteurs maritimes. Je l'ai dit tout à l'heure, le navire, c'est un lieu de travail, c'est un lieu de vie. Et aujourd'hui, c'est certain, il y a certains jeunes qui sont là, mais je pense qu'un navire sûr et confortable, c'est vraiment un gage d'attractivité. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que des plus jeunes soient prêts à embarquer sur des navires plus anciens. Enfin, on recherche maintenant un peu plus de confort. Voilà. Donc ça, c'est sûr que dans un secteur où le recrutement reste quand même difficile, c'est certainement un gage d'attractivité et dont il ne faut pas se passer, qui n'est pas toujours évident à mettre en œuvre, mais voilà. Donc merci pour votre attention. Merci Françoise. Il y a des choses qui vont se ressembler par rapport à ce qu'on voit nous chez nous. Bonsoir à tous. Guigné Caric, je gère l'armement à Pâques. On a 5 bateaux de pêche sur l'Orient, des bateaux de 17 à 20 mètres. Il y a 5 hommes par bateau, entre 5 et 6 hommes par bateau. Ça équivaut à une trentaine de marins. On est 2 à terre. Il y a un mécanicien qui s'occupe de la gestion, tout ce qui est logistique, mécanique, hydraulique, tout ce qui est du bord, et moi-même. On a 2 bateaux qui ont 11 ans. On a 2 bateaux, malheureusement, qui ont 30 ans. On a fait une refonte sur un bateau de 30 ans en 2012. Donc, pour donner un petit peu l'état de notre flottille actuellement. En ce moment, les gars, ils ont, depuis plusieurs années maintenant, ils ont pris l'habitude, et heureusement, de mettre les VFI, le casque et les bottes de sécurité. C'est 3 points importants, c'est obligatoire. Mais ils ont pris l'habitude, ça a été compliqué. Mais voilà, ils mettent régulièrement, quoi. En ce moment, sur les bateaux, au niveau sécurité, on a des caméras au niveau du pont de travail, des machines. Comme ça, on a un œil sur les gars quand on fait des manœuvres, quand on vire ou on file le matériel. Quand les gars font le quart, on a un homme de veille. C'est un appareil tout simple qu'il faut réactualiser tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes. On ne sait jamais si un gars à bord tombe un malaise ou un coup de fatigue. C'est un homme de veille, on appelle ça. Et le gros problème qu'on a depuis une petite quinzaine d'années, les calculs de stabilité ont changé. Au niveau sécurité, c'est un plus, c'est sûr. C'est le rappel du bateau. C'est vrai que c'est un plus au niveau sécurité, mais au niveau confort, c'est un gros problème. Les gars sont plus fatigués. Le rappel est plus rapide, ce qui engendre, je pense, pour moi, plus d'accidents, parce que le mouvement, quand on a du mauvais temps, le mouvement est plus rapide, et puis les gars n'ont pas trop le temps, des fois, de se retenir, et puis souvent les acteurs arrivent à ce moment-là.
Donc c'est vrai que le bateau est plus sécurisé. Enfin, c'est vrai que le rappel est plus rapide, donc on risque moins de chavirer, c'est vrai. Mais un confort vraiment compliqué à bord. Depuis une quinzaine d'années, depuis qu'ils ont changé les nouvelles normes. Donc voilà c'est ce qu'on a en ce moment. Et les bateaux du futur, pour nous demain, on a un projet qui vient de débuter là. On a un projet qui vient de débuter, qu'on va lancer dans les mois qui viennent là. On a un projet de bateau neuf, sur 3 ans. C'est un projet qui va durer 3 ans. Pour un bateau, peut-être 2. Des bateaux de 22 mètres. Mais faire le bateau d'aujourd'hui ou d'hier, ça ne nous intéresse pas. C'est pas possible. Les bateaux n'ont pas évolué. Je parle des bateaux des 14-20 mètres, quoi. Les gars travaillent depuis tout le temps. Ils sont à un pont arrière avec tous les conséquences que ça peut avoir, quoi. Il n'y a pas de table de tri, ils ne sont pas à l'abri. Ça n'a pas évolué à ce niveau-là. Il y a 15 jours de ça, on a été à l'étranger, voir ce qui se passe un petit peu. Voir ce qui se passe au Danemark, en Hollande. On est parti une semaine voir ce qui se passe ailleurs. Et on a appris beaucoup de choses, quoi. C'est vrai que ce qui est important sur un bateau, c'est le confort. Si les gars ont un confort, s'ils ont un bon confort, la sécurité, enfin, c'est lié. C'est deux choses qui sont liées. Si les gars sont moins fatigués, ils feront attention à ce qu'ils font. Tout est lié. Et ce qui est important aussi, c'est l'espace de vie. L'espace de vie et l'espace de travail, actuellement, c'est mélangé. On peut passer de l'espace de vie à l'espace de travail. Un exemple, le gars il finit de travailler, il change son ciré, il va passer dans la cuisine, dans l'espace de vie, puis après il va repasser dans l'espace de travail. Il n'y a pas ces deux choses différentes. Et c'est pour ça que Françoise a parlé tout à l'heure, c'est vrai que deux endroits différents et importants. Que l'espace de vie et l'espace de travail soient pas deux compartiments différents, mais deux choses différentes. Donc voilà, pour le niveau de confort de sécurité, deux choses qui sont liées, voilà. Et on a un projet Pin Armor. C'est des stabilisateurs, c'est-à-dire que c'est des... Enfin, on a été au Canada il y a quelques années, pour voir comment ils travaillent aussi. Et ils ont des... Enfin, eux, ils appellent ça des queues de castor. C'est un peu marrant, mais des queues de castor, c'est des stabilisateurs, des quilles anti-roulis, des grosses quilles anti-roulis. On voit un peu ici, là, mais c'est un peu différent. Et les gros avantages de ça, c'est que le bateau, il roule moins. Ce qui veut dire, c'est que les hommes sont plus stables. Ils peuvent travailler le poisson plus rapidement. Ils peuvent travailler... sont moins affrontés sur le mauvais temps. Donc, ils travaillent plus vite. Vite et mieux, quoi. Voilà. Mais au niveau confort, c'est extrêmement intéressant. Et aussi les tables de tri. Les tables de tri, les tables de travail. Il y a des choses que... on a des tables de travail actuellement, c'est vrai, mais qui sont exposées à tout temps. Je pense que maintenant, avec des doubles ponts, les gars puissent être dehors juste pour mettre en pêche. Après, qu'ils puissent puissent travailler le poisson à l'intérieur, quoi. Qu'ils soient à l'abri. Qu'ils soient à l'abri avec des tapis, qui puissent travailler à hauteur d'homme, quoi. Avec des maintiens pour les hommes, tout simplement. Des choses qui existent, comme dit François tout à l'heure, des choses qui existent, il faut juste les appliquer et puis les mettre sur les bateaux. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau administratif, c'est pas toujours évident. Il y a le problème administratif et il y a le problème de coût. Mais on n'invente rien, il y a des choses qui existent. Mais il faut les mettre sur les bateaux. C'est souvent ça le problème. Autrement, qu'est-ce que je pourrais dire c'est un bateau là, qui vient de sortir de Hollande, chantier Badmos. C'est un projet qu'ils ont eu là, qui a duré 4 ans, qui est sorti l'été dernier, qu'on a visité. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'ils ont fait là,
Les gars, ils sont exposés très peu à la mer. Ils travaillent à l'abri, ils portent rien, enfin, tout est automatique, quoi. Donc, si demain nos hommes sont abrités, ils ont moins d'efforts à faire, ils seront moins fatigués, ils feront attention à ce qu'ils font, et puis enfin, tout est lié, quoi. C'est pour ça que je reviens sur le confort, et l'un va pas sans l'autre, quoi. Le confort et la sécurité, c'est lié. Voilà ce que je peux dire. Et la conclusion, c'est qu'on nous parle de sécurité. On nous parle de sécurité, mais on n'est pas aidé non plus. On nous fait naviguer sur les bateaux qui ont une moyenne d'âge de 27 ans au niveau national. Donc on peut faire des choses. Mais c'est vrai qu'on aurait des outils neufs, ce serait plus facile pour nous. On pourrait, je suis persuadé, avoir moins d'accidents. Parce qu'on embarque beaucoup de choses, on embarque des boîtes à pharmacie qui sont, faut voir, faut être médecin plus faut voir. Mais ce qui est important, c'est que si demain on a des outils neufs, tout suivra. Et je pense qu'il y aura moins d'accidents demain en mer, quoi. Voilà. C'est des questions. Merci pour ces 2 témoignages. Je pense qu'on va avoir plein de questions. J'aimerais savoir quels sont les types d'accidents qu'il y a selon aussi les pêches, si c'est chalutier, ligneur ou s'il y a un type de pêche qui provoque plus d'accidents que d'autres. Alors, je vais vous donner une idée reçue. C'est à bord des chalutiers qu'il y a le plus de navires de pêche, d'accidents, mais c'est aussi là le plus grand nombre de navires qu'il y a dans la flotte française. Donc, si on va un petit peu plus loin, on creuse un petit peu plus, on va dire qu'il y a des métiers qui sont effectivement plus accidentogènes que d'autres, parce qu'ils sont dans des périodes d'exposition plus courtes, par exemple. Donc, c'est les dragueurs, les pêches à bord de la pêche à la coquille, par exemple, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui est assez accidentogène. Et en termes de mortalité, c'est le casier. La pêche au casier a été le métier le plus accidentogène et le plus mortel l'année dernière. Puisque, enfin, je dis toujours l'année dernière, mais vous savez, on est toujours sur un exercice en 2014. Donc, on a dénombré 4 accidents mortels en 2014 à bord des casieurs. Donc, en fait, c'est ce nous, on appelle puisque nous, on traite des questionnaires sur les circonstances d'accident du travail, c'est quand le marin est entraîné par l'engin de pêche, en fait. Donc, on a eu à plusieurs reprises, en tout cas au moins à 4 reprises. Donc, il y a eu 4 accidents et 3 mortels, je crois, si je me trompe pas, je crois que je fais une confusion. Donc, entraînés par l'engin de pêche. Donc, ce qui veut dire que voilà, la pêche au casier, c'est un métier accidentogène. De la même façon qu'il y a quelques années, c'était plutôt à bord des fileyeurs où il y avait le plus d'accidents mortels. Autrement, ce que je pourrais dire qui peut paraître aussi une idée reçue, mais les accidents ont lieu la plupart du temps quand le navire est en pêche, mais il y a quand même 30% des accidents du travail qui se déroulent lorsque le navire est à quai. Ce qui veut dire dans le cadre de maintenance du navire, voilà, donc c'est pas négligeable non plus. Et le siège le plus touché, c'est la main. C'est la main parce que, en fait, à la mer, le bobo, il peut vite devenir quelque chose d'important. Et on va travailler aussi là-dessus, je pense, dans l'année prochaine. C'est que, bien évidemment, quand le navire part à la journée, une plaie elle va pouvoir être soignée le soir à la maison. Ou, bon. Quand on part 15 jours, la petite coupure, on se dit au départ, c'est pas bien grave, mais sauf que très souvent, ça devient grave. Et ça devient un accident du travail, avec derrière éventuellement un arrêt de travail. Donc voilà. Donc on va dire, c'est quand même le chalut
qui est le métier le plus touché, mais il faut relativiser, il ne faut pas prendre ça à la lettre parce que c'est le métier le plus répandu à la pêche. Et si on prend dans les accidents mortels, c'est plutôt le casier et le filet. Donc c'est vraiment des métiers sur lesquels il faut avoir une prévention, des actions de prévention particulières voilà, pour ces métiers-là. C'est vrai qu'assez récemment, il y a eu un accident vraiment très important à bord d'un caseilleur, un pied arraché, tout simplement. Donc quand on a des accidents, on peut avoir des accidents vraiment très graves. Quel est le prix aussi des nouveaux bateaux? À peu près, oui. Le prix? Oui. Le prix, il y a des bateaux à l'Orient qui sont en cours, là. Je crois que c'est un 17 mètres pour 1,9 million, c'est ça? 1,9 million d'euros, pas 17 mètres. Sur un 20 mètres, là, on est pratiquement à 3 millions d'euros. Donc, c'est vrai que c'est un coût énorme. Donc, quand il faut rajouter beaucoup de choses au niveau sécurité, c'est un coût. Mais je pense que à l'époque, je pense qu'on mettait ça de côté. Mais c'est lié. Si on veut attirer des jeunes à la pêche, il faut du confort. Il y a du confort et puis tout sera lié après, tout suivra. Mais c'est vrai que c'est un coût. 3 millions d'euros à un 20 mètres. Nous, on est pratiquement sur un 22 mètres, on est presque à 4 millions d'euros. Ouais. Pour un 22 mètres. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Super. En début de conférence, vous avez évoqué les nouveaux moyens de récupération d'hommes à la mer, donc en dehors des bouées couronnes, tout ça. Donc je voudrais en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Oui, alors c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis quelque temps, puisqu'on a beaucoup travaillé sur la question, sur le flotté en fait, donc, et le vêtement de travail à flottabilité intégrée, qui est un équipement qui est obligatoire pour les pêcheurs. On a aussi beaucoup travaillé sur le repérage, sur les balises individuelles, mais après on s'est dit, nous-mêmes quand on a effectué des essais en mer, de ces types d'équipements. Quand on voulait ramener notre collègue à bord du navire, on s'est rendu compte que c'était très très compliqué. Donc on a travaillé avec quelques professionnels sur différents matériels de récupération pouvant être adaptés aux navires de pêche, parce qu'aujourd'hui, à part la bouée couronne, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, sauf sur certains navires, on peut trouver des équipements. Donc on a fait des tests de plusieurs matériels. Alors, il n'y a rien de spécifique au secteur pêche. C'est des choses qui viennent de la plaisance, comme souvent, qui pourraient très bien convenir à la pêche ou avec un petit peu d'évolution, d'adaptation, pourraient être adaptées à la pêche. Alors, c'est des choses... Alors, ça peut partir de choses très basiques comme des bouées, mais d'autres bouées, comme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la bouée Silzig, Silzig, c'est saucisse en breton, donc c'est vraiment la bouée qui est très malléable et qu'on peut entourer, on peut entourer l'homme avec. Voilà, de ce type de bouée, un petit peu différente. Des matériels différents, comme on a un module de récupération de l'homme à la mer qui est en fait une bouée qui se gonfle et qui permet de mettre en sécurité le marin une fois qu'il est à la mer. Des choses comme des gaffes de récupération qui permettent de rapprocher l'homme à la mer du navire, des échelles un peu différentes. Après, tout va dépendre du navire. Nous, on a fait des tests à bord d'un chalutier et d'un filayeur. Donc déjà, les conceptions des navires sont complètement différentes. Tout dépend que le navire soit petit, grand, et un franc-bord important. Voilà. Donc, on a, si ça vous intéresse, sur le site de l'IMP, des petites vidéos de tous ces tests qu'on a pu effectuer sur le matériel de récupération. Et on continue à travailler là-dessus, puisque... de plus en plus, je pense qu'on va aller vers, alors je ne parle pas d'obligation, mais vers la nécessité que les navires aient au moins un matériel de récupération à bord dans le cas où il y a un naufragé. Aujourd'hui, c'est fait avec les moyens du bord.
Mais c'est vrai qu'il y a eu des événements qui ont fait que certains armements se sont quand même penchés sur la question, sur cette question de récupération, quoi. Là, le simple bouée couronne ne suffit pas toujours. Mais ce qui est important, c'est d'associer vraiment l'ensemble, c'est-à-dire le VFI, dans l'idéal, la balise individuelle de repérage, et puis un moyen de récupération, quoi. Oui, moi j'avais une question pour Eric. Sachant qu'il n'y a plus d'aide de l'Europe pour construire un bateau, comment un jeune aujourd'hui qui veut créer son entreprise peut investir pour construire un bateau neuf? Actuellement, un jeune qui veut se lancer tout seul, c'est impossible. Maintenant, il faut être à plusieurs. Nous, on l'a fait dans notre armement. Mais demain, si on veut faire des bateaux de 3 millions d'euros ou plus, même tout seul, on n'arrivera pas. Donc, on sera obligé de trouver des actionnaires privés ou autres. Donc, on a des projets là avec d'autres actionnaires, mais comme je vous dis, les bateaux de 3 millions d'euros, faut pas rêver. C'est des bateaux qui seront payés maintenant. Avant, on payait un bateau entre 8 ans et 12 ans. Aujourd'hui, c'est 15 ans. Mais je pense que demain, c'est un bateau qui est bien conçu. On sera obligé de payer sur 20 ans. Donc, mais tout seul, un jeune tout seul, c'est impossible. Non. Mais bon, il y a des solutions. Il y a des gens qui ont des sous, hein, pour les trouver, tout simplement. Oui, mais donc il faut qu'il fasse les démarches tout seul. Il faut qu'il se débrouille tout seul. Est-ce qu'il y a un guichet pour renseigner un jeune qui a 30 ans, qui veut investir, et puis mais dans un bateau neuf, justement, pour sa sécurité, pour la sécurité de son équipage? Comment il fait là, aujourd'hui? C'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que pour un jeune, il faut qu'il se rapproche de gros armements ou d'armements ou de grandes gestions comme le GPL. Mais tout seul, c'est vrai que c'est compliqué. Plus compliqué aujourd'hui qu'hier. C'est vrai que dû à un coût, et puis les banques suivent fort, c'est sûr. Un jeune qui se lance aujourd'hui, à moins qu'il ait gagné l'auto, mais les banques suivent pas, c'est sûr. Et les quotas, parce que oui, c'est vrai, il y a des quotas, parce que c'est pas le tout d'avoir les sous, mais il faut des quotas et des droits de pêche, une PME. Donc des kilowatts, des UMS et des quotas. Et de l'argent. Beaucoup d'argent. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, et l'un va pas sans l'autre, quoi. Il faut les quatre paramètres. Oui, bonjour, Bernard Martin pour la Directe Bretagne Pays de la Loire. D'abord, 11 jours de manifestation au grand public, c'est intéressant, hein, c'est nécessaire. J'ai des questions puis des remarques. D'abord, je voulais savoir si au niveau du cahier des charges, là au niveau du patron, de l'armateur, vous avez travaillé avec l'IMP en l'associant en amont par exemple, ou d'autres interlocuteurs, puisque c'est l'un des sujets des diaporamas. Comment vous avez pu prendre en compte, au-delà des visites, dans les plans, etc., les questions de sécurité? On va commencer par ça, puis après je ferai mes autres observations. On l'a fait, nous, sur les deux bateaux de 11 ans, là, en 2005. On a fait les bateaux de 18 mètres, là, Anicia à Caralia. On a fait en partenaire avec IMP à l'époque. Et c'est vrai que ce projet qu'on a là aujourd'hui, qui va durer plus ou moins 3 ans, bien sûr, l'IMP sera avec nous, bien sûr. Ils ont des idées, c'est important. C'est vrai qu'il y a des choses qui existent et puis qui vont nous apporter, hein, c'est vrai, ouais, c'est sûr. Parce qu'il faut savoir, dans les permis de construire, en général, hein, y compris à terre, plus on doit intervenir a posteriori, plus ça coûte cher. En quelque sorte, on inverse un triangle, 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, et on inverse si on intervient a posteriori. Donc de travailler en conception, c'est extrêmement important. Et que ce soit l'IMP ou moi-même et d'autres, on est en commission régionale de sécurité que vous connaissez, et on voit ces questions-là. Au niveau des caseilleurs, effectivement, il y a de graves accidents. Le dernier est arrivé, et il faut le dire, dans le Finistère, parce qu'il y a un rapport du BEAMER. Hein, le BEAMER, c'est le bureau enquête accident. Et il y a un jeune homme qui a eu le pied arraché et qui a été amputé
à hauteur quasiment du bassin. Donc je vous invite aussi à ceux, aux jeunes, notamment il y a mon voisin qui veut travailler sur un caséieur, donc je lui disais il faut aller voir un peu derrière les leçons. Et en matière de conception, c'est intéressant parce que ce rapport met en évidence qu'en conception, on aurait pu sans doute réduire les risques. Donc là, on est bien sur la prévention active. Sur la procédure de récupération de l'homme qui tombe à la mer, effectivement, la réglementation évolue aussi. Hein, c'est-à-dire que... Non, il n'y a pas de problème. Il y a des obligations qui reviennent, on va être simple, de la réglementation technique applicable aux navires, hein, sous le contrôle notamment des centres de sécurité des navires, mais aussi de mon administration en partie, mais en partenariat avec les différents acteurs, puisque l'objectif, c'est éviter que, par défaut de capacité à récupérer suffisamment tôt quelqu'un, celui-ci ne décède parce qu'on n'a pas su réagir rapidement. Donc tous les armements sont tenus à mettre en place une procédure. Par contre, il y a des textes particuliers qui vont beaucoup plus loin. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, moi, j'ai trouvé la question que vous posiez sur l'investissement, sur les jeunes, à deux titres. D'une part, du soutien, effectivement, de l'accompagnement dans la démarche. Et je pense que c'est toute la profession avec les interlocuteurs qui doit se la poser. Et je pense que, enfin, si je ne me trompe pas, il me semble qu'au niveau c'est pas ce titre-là, mais le directeur du GPAL de Lorient a une démarche en la matière que vous pouvez davantage expliciter localement. Mais je veux faire aussi une autre observation, c'est le taux d'endettement. Et je dis ça pour les jeunes parce que, bon, en étant quand même beaucoup sur le terrain, ceux qui ont un taux d'endettement, et là on a un patron qui pourra le dire, mais trop important, ça met une telle pression que on prend des risques en termes de conditions de travail, de conditions pour aller pêcher, et on prend le risque éventuellement de perdre sa vie. Donc, vous pouvez peut-être dire un mot sur ça. Enfin, on prend des risques. Je crois pas que la personne a des gros emprunts prend plus de risques que l'autre. Je pense pas, parce que quand il y a du mauvais temps, faut pas croire. Hein, c'est pas là qu'on pêche le plus. Hein. Donc, prendre des risques minimes. Ah, pardon, prendre des risques énormes pour pas grand-chose, les gars le prennent pas. Franchement, c'est pas parce qu'il y a un prêt qu'un gars qui a un prêt plus important que l'autre que prend plus de risques. Je pense pas que c'est vrai. Mais vous avez raison, c'est que les jeunes qui veulent se lancer, il faut les accompagner, ça c'est sûr. Nous, on l'a fait, on a 5 bateaux. On a lancé 3 jeunes en espace de 4 ans. On a lancé un 4e il y a un mois de ça. Vous voyez, sur les 5 bateaux, il y a 4 jeunes qu'on a lancés. Et c'est en étant plusieurs, je pense. C'est pas tout seul dans notre coin qu'on arrivera à faire des choses, mais à plusieurs, on peut faire des choses simplement, sans faire des choses extraordinaires. Hein, mais une chose qui est sûre, mais un jeune aujourd'hui ne peut pas se lancer tout seul. Ça, c'est certain. En tout cas, et puis dernière remarque, bon, au-delà du fait que moi j'apprécie quand un patron justement s'implique autant, hein, vous êtes sur un professionnel depuis longtemps et vous prouvez dans la démarche, je veux dire, cette capacité de ne pas rester sur le passé mais d'avancer, et ça c'est extrêmement important parce que c'est un exemple aussi pour les autres. Et je voulais dire à cet égard, on a parlé des accidents du travail, mais on a peu parlé d'un sujet qui moi me préoccupe depuis très longtemps, ce sont les risques de maladies professionnelles. Il y a un rapport de l'inspection générale qui met en évidence que le coût réel des maladies professionnelles est bien supérieur à celui des accidents du travail au niveau du régime général. Parce que dans le secteur maritime, la reconnaissance de maladies professionnelles est très récente. Néanmoins, c'est ce qu'on appelle des risques à effet différé. Le bruit, c'est un bon exemple que Françoise Ouliazel a pris, c'est que la surdité, une fois qu'elle est là, elle est définitive. On dit ça pour les jeunes ou les moins jeunes. Mais là, il y a vraiment des mesures. Il y a des évolutions techniques. Il y a aussi la question de la motorisation, vous le savez. Je peux en parler parce qu'on a été voir le bateau que je vous dis il y a 15 jours de ça en Hollande. C'est un bateau qui est propulsé, qui a une propulsion électrique. Ce qui veut dire, propulsion électrique, ça veut dire qu'il y a moins de bruit à bord. Beaucoup moins de bruit. Le patron me disait que fermer une porte en mer, ça faisait un bruit. Ce qu'il voulait me dire, c'est que avant, ils n'entendaient pas ce bruit-là, une porte qui se fermait. Le fait que ce bateau-là, il y a la propulsion électrique, il y a plein de bruits qu'il entend aujourd'hui. Mais c'est vrai que le bruit a
est un gros problème. Mais toujours pareil, il y a des choses qui existent, qu'on peut mettre sur un bateau. Il y a des cloisons, il y a une peinture qui se fait là au niveau isolation du bruit. Et c'est vrai que, bon, c'est un coût, mais bon, il n'y a rien à inventer. Il n'y a rien à inventer, ça existe. Maintenant, il faut avoir les moyens de le mettre sur un bateau. Mais je pense que les gars sont conscients aujourd'hui, et puis que tout, comme je me répète, mais tout est lié. Si demain il y a un confort, la sécurité suivra aussi. Donc, mais il y a des choses qui existent, bien sûr. Oui, pour terminer mon propos, moi, il me semble que vous contribuez à cette évolution, cette volonté d'attractivité du secteur. Hein, parce qu'on sait qu'il y a une image qui est véhiculée et il n'y a pas toujours celle des bonnes conditions de travail que vous souhaitez offrir aux personnes qui vont œuvrer sur ces navires. Et les conditions de travail, c'est aussi éviter une problématique le dernier rapport de médecine des gens de mer qui a été cité met en évidence, outre l'amiante, mais là qui va diminuer puisqu'il y a des interdictions, mais les troubles musculo-squelettiques, hein, qui est en hausse en termes de reconnaissance, et de travailler sur l'aménagement des postes de travail, c'est contribuer à rendre attractif et à réduire des risques de santé qui ont des conséquences aussi sur le régime de sécurité sociale. Les marins ont cette chance dans cette histoire d'avoir le régime de sécurité le plus ancien, mais qui actuellement, vous le savez, est pour 2 tiers, il y a 1 tiers d'actifs pour 2 tiers de retraités. Donc ce genre de projet, il faut le saluer parce que ça rentre dans cette démarche d'attractivité et de réduction des risques. Voilà, merci. J'aimerais revenir sur le financement. De l'agriculture, il y a une association Terre de Liens qui cherche de l'argent auprès des particuliers pour aider des jeunes à s'installer. Bon, les sommes ne sont peut-être pas les mêmes que pour la pêche. Y a-t-il ce genre aussi d'association pour la pêche? Ou le financement, ça reste de le milieu fermé de la pêche, entre vous? Vous voulez dire que est-ce que c'est ouvert à tout le monde pour financer des bateaux, ça, vous voulez dire? Et aider des jeunes à se lancer. Oui, bien sûr. Là-dessus, la porte est ouverte à tout le monde. Hein. Si la personne a la capacité, puis il est bien entouré, il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. Mais il y a ce genre d'association comme Terre de Liens de la pêche? Oui, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. J'ai l'impression que la pêche, c'est le milieu fermé. Non, ce qui se passe, c'est que on a fait le tour nous-mêmes. On a été dans notre bulle pendant des années. On a manqué de transparence, c'est vrai. C'est un peu pour ça aussi qu'on est attaqué par beaucoup d'ONG, c'est sûr. C'est vrai. Mais c'est notre faute, c'est sûr. Hein. Je pense que quand on explique aux gens dans le métier et qu'on a une transparence totale, les gens ils écoutent et puis ils comprennent très bien. Ce qui est, je trouve, dommage sur beaucoup de points. Mais c'est notre faute. Hein. On avait plus de transparence, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais on arrive à montrer aux gens que du poisson, il y en a. Du poisson dans l'eau, il y en a énormément. La seule espèce qui est en voie de disparition, je le dis toujours, c'est le marin. Mais ça, tout le monde s'en fout. Hein. Mais je pense qu'il faut une transparence. À nous de montrer ce qu'on fait, ce qu'on sait faire. Et je pense que dans l'avenir, on aura plus de jeunes à la pêche. Mais c'est nous, pêcheurs, à nous, de nous prendre par la main et puis de montrer un petit peu ce qu'on sait faire, tout simplement. J'allais juste dire ça, justement, c'est que le souci aujourd'hui, c'est qu'il ne peut plus y avoir d'aide, quelque aide publique que ce soit. Donc c'est une grosse difficulté et du coup, des leviers, il en existe par le biais de montages financiers X ou Y qui ont pu être mis en place. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'aide publique possible. Ouais. Même la région, pour prendre l'exemple de la région Bretagne, qui serait prête à soutenir des projets, aujourd'hui, l'Europe ne l'autorise pas. Pourquoi il n'y a plus d'aide européenne? Parce que l'Europe considère qu'un nouveau navire, ça veut dire un navire qui va ponctionner encore plus la ressource,
qui va être plus productif et qui va donc, alors que l'Europe est dans l'idée d'une réduction de la puissance de la flotte européenne, elle considère qu'un nouveau navire, c'est de la puissance en plus. Ce qui est complètement faux dans l'absolu, puisque là, l'idée, et c'est ce qu'on essaye de défendre depuis des années et des années, comme quoi toutes les mesures mises en place par l'Europe, notamment en termes également de restrictions techniques, puisque même si on veut faire un navire un peu plus grand, un peu plus gros, même si on ne demande pas d'aide, on n'a pas le droit. Donc tous les freins sont mis pour empêcher à la flotte de se renouveler. Tout ça par des considérations économiques qui ne sont pas... alors après, chacun peut prendre le côté des choses qu'il souhaite, hein, mais l'objectif là, c'est... Guignac l'a dit, c'est une flotte qui est vieillissante, donc l'objectif c'est de moderniser la flotte de pêche, pas d'un point de vue rentabilité, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est d'un point de vue sécurité, confort de vie et voilà, avoir un outil de travail décent et puis plus sûr, quoi. Est-ce que c'est pas, enfin, j'y connais rien hein, du tout à la pêche. Et donc, c'est la question que je vous posais. Mais est-ce que ce n'est pas une volonté aussi de ne plus aider d'aide. Volonté de la part de l'Europe des patrons, parce que bon, on voit très bien dans l'agriculture ce qui se passe. Mais complètement. Une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas aidé. C'est vrai que si demain... la pêche française peut être vendue à un autre pays, ce serait bien pour certains, c'est sûr. Mais quand on parle de sécurité, il faut des outils neufs. Donc, qu'on soit aidé peut-être différemment, mais tout ce qui est innovant toujours, comment dire ça moi, tout ce qui est, le bateau actuellement, on ne va pas être aidé financièrement, mais tout ce qui est innovation, on peut l'être. Mais seulement innovation. Mais le reste, on ne peut pas être aidé. Mais quand je vous disais, la moyenne d'âge des bateaux c'est 27 ans, on nous parle de sécurité. Il faut savoir que les patrons qui sont beaucoup plus jeunes que les bateaux où ils naviguent, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment en vouloir, il faut vraiment aimer ce métier-là pour naviguer sur les bateaux qui ont 27 ans. Donc si on veut faire venir des jeunes à la pêche, il faut des outils neufs. Complètement. C'est pas pour ça qu'on pêchera plus. Comme je dis, on pêchera pas plus, mais on pêchera autant, mais mieux. Tout simplement. Et les quotas en plus, oui. Il y a des quotas, donc les quotas sont définis tous les ans. Et donc on a chaque bateau, chaque OP en des quotas. Donc on va pas aller au-dessus. On a un temps pour le pêcher, donc pêcher plus, on ne peut pas. Il y a des quotas. Je vais profiter qu'il y a des élèves du lycée d'Etel parce qu'il y a deux jeunes filles. Et pour le ministère du Travail notamment, l'égalité homme-femme, c'est extrêmement important. Oui. Je voulais savoir si dans votre projet, vous avez pris en compte le fait qu'il puisse y avoir du personnel masculin et féminin, voire dans les passagers spéciaux. Merci. Vous voulez que je sois franc ? Oui, bien sûr. Non. Donc, j'ai pas prévu. Je suis désolé, j'ai pas prévu. Si demain on fait un bateau de 30-40 mètres, on pourra le prévoir, mais c'est un bateau qui est 14-18 mètres, 20 mètres, c'est compliqué de prévoir une cabine à part, c'est de prévoir beaucoup de choses. C'est compliqué. Mais il faut savoir que ça fait partie quand même des sujets. Et l'accès, justement, comme vous allez réduire les contraintes physiques, psychologiques, pour reprendre les propos de l'IMP, pour faire qu'il y ait des conditions de travail qui rendent l'accès possible davantage aux femmes, c'est vraiment une invitation à prendre en considération ces évolutions. Merci. Je suis d'accord avec vous, mais c'est un bateau, c'est pas toujours évident. Ouais. Mais il y a deux filles dans la salle, elles peuvent s'exprimer. Hein.
Moi personnellement, je navigue pendant les vacances et tout, et j'ai jamais eu de problème au niveau de l'installation des bateaux, ça m'a jamais posé de problème. Enfin, voilà. Quelque chose ? Non ? Pareil. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident de. C'est un petit milieu, c'est vrai que c'est pas. Sur un bateau de 20 mètres, même 16 mètres, c'est pas bien grand. Donc quand il faut mettre deux espaces différents, c'est compliqué. Mais bon. Ouais. Oui, rebonsoir, j'ai une deuxième question. J'ai pris le micro, personne n'a posé de deuxième question. Je vais avoir une deuxième question au niveau de la consommation. Moi, je suis venu ici, c'est vraiment pour ma culture générale, je ne pêche pas du tout, voilà. Mais en tant que consommateur, on nous martèle un peu l'esprit depuis quelques années sur les poissons au mercure, tout ça. Quels poissons il faut éviter, les zones de pêche qu'il faut éviter. Donc en tant que consommateur, donc au niveau de la santé publique, je voudrais en savoir un peu plus. Et j'ai une deuxième question, ça sera la dernière. Là, je suis en vacances pendant une dizaine de jours et j'aimerais bien partir en mer, enfin faire une journée pêche, on va dire. Je voudrais savoir où je dois m'adresser, quoi, tout simplement. Voilà ce que j'ai vu sur Internet, mais c'est au départ de Concarneau. Je voudrais savoir si au départ de Lorient, il y a des journées pêche organisées. Je suis prêt à payer d'ailleurs. Voilà, merci. Donc on va commencer par le poisson sauvage. Il n'y a pas de problème de mercure, il n'y a pas de problème de tout ça. Ce problème qu'il y aura dans le poisson, c'est le poisson d'élevage. Il faut savoir que le poisson d'élevage, il mange du cochon bio. Le poisson d'élevage, il est bio. Oui. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il mange du cochon bio. Poisson sauvage, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Manger ça à volonté, il n'y aura aucun problème. Autrement, faire un embarquement, embarquer un passager, c'est compliqué souvent. Monsieur Martin pourra nous le dire. Pourquoi ? Pas là pour Parce faire que... de la bronzette, hein, je me parle de couper, c'est vraiment, je sais qu'il faut venir, on travaille avec Comment ? les marins pêcheurs. Je sais qu'on n'est pas là pour faire de la bronzette, moi je suis motivé pour venir non, mais c'est pas le problème travailler. Quoi, voilà. Le problème pas là, c'est que si y a un accident, même si tu ne travailles pas, demain, monsieur Martin va m'appeler, il va me dire, monsieur Guignac, c'est pas possible. Non, embarquer les passagers, on a beaucoup de demandes. Mais le problème, c'est que c'est compliqué, administrativement. Et puis, s'il y a M. Martin peut en parler, mais c'est vrai que s'il y a un accident ou quoi qu'il se passe, ça peut aller loin. Oui. Il faut être simple. Être marin, et on a des élèves ici, il y a des conditions qui sont exigées, d'aptitude, de formation. Et on ne s'improvise pas marin, vous êtes des professionnels, exigeants, c'est un métier avec des risques, et l'IMP l'a dit, c'est pour ça. Donc, pour devenir marin, je dirais il faut passer par le sas de l'administration maritime, la délégation à la mer et au littoral. On ne devient pas marin comme manœuvre sur un chantier. Hein, il y a des conditions irréfragables et l'armateur, le patron de pêche, ne peut pas du jour au lendemain dire comme ça. Et même pour être passager. Non, mais une journée ou pas, il suffit de pas grand-chose. Il y a des conditions. Là, vous me demandez en droit, et c'est légitime, il y a des règles parce que c'est un métier. Là, il faut le savoir, c'est la réglementation, mais qui se justifie. Et là, les professionnels ont contribué à construire cette histoire aussi. Alors, je vais juste intervenir. Bon, c'est quand même une activité qui s'appelle le pescatourisme, qui existe, mais très peu. Vous pouvez toutefois vous rapprocher du Guide Vinec, donc de Haliotica au Guide Vinec, qui organise avec quelques navires du Guide Vinec des sorties de ce type-là. Alors, je ne garantis pas qu'ils le font à cette période, mais vous pouvez quand même prendre contact avec eux, sachant qu'effectivement, c'est une activité qui est très réglementée. Mais voilà, donc eux, ils le font dans un cadre réglementaire, donc éventuellement avec un peu de chance. Pour compléter, on peut dire que Pôle emploi, dorénavant, est actif sur le secteur maritime de plus en plus. Donc si vraiment ça vous intéressait, rapprochez-vous de Pôle emploi, où là, il y a des conditions particulières, mais il y a un suivi et c'est très encadré, mais ça protège aussi la profession de cette manière-là. Là, on est plus dans la marée découverte, je pense. Pour le mercure... Moi, j'ai une réponse. Nous avons organisé la semaine dernière, dans le cadre du Festival Pêcheurs du Monde, une rencontre à l'Université de Bretagne Sud c'était sur le poisson, un aliment essentiel et de qualité, point d'interrogation. Et donc l'introduction, c'était un film qui a été réalisé par la NOA, qui est un organisme de recherche en Pacifique. Et donc, ils ont fait des études très, très poussées.
donc, et qui prouve que le peu de mercure qu'il y a dans les poissons que l'on consomme n'est pas du tout dangereux pour la santé humaine. Et donc, vous allez sur YouTube et vous retrouvez le film qui s'appelle Fish, Mercury and Nutrition, The Net Effects. Et voilà. Mais là, vous serez encore plus convaincu parce que c'est démontré scientifiquement. S'il vous plaît. La personne qui a parlé de politique commune des pêches, juste depuis 20 ans, la commission est dominée essentiellement par des écolos. Donc l'essentiel de la politique commune de pêche vise à protéger les ressources et jamais les pêcheurs. C'est la variable d'ajustement. Le seul moyen de protéger les petits poissons, c'était supprimer les bateaux. Donc on a eu les plans médics, on a eu tous les plans de destruction des navires, et on arrive aujourd'hui où ils vont finir par détruire le peu de pêche qu'ils ont en laissant vieillir les bateaux. Voilà. Mais ce n'est pas l'homme qui les intéresse. Non. Et pour continuer un petit peu ce que tu dis, Guy, c'est vrai que du poisson, il y en a énormément. Et c'est pour ça que nous, on soit transparent et explique un petit peu ce qu'on voit, ce qu'on fait et ce qu'on sait faire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça nous montrer un petit peu que du poisson, il y en a et puis qu'il n'y a pas de problème de ressources, quoi. Et c'est vrai que la seule espèce qui a eu de disparition, c'est le marin. Et ça, tout le monde s'en fout. Personne n'en parle. Non, tout le monde ne s'en fout pas, heureusement. Sur ça... Sur le niveau politique, je crois. Hein. Oui, j'ai bien compris. Peut-être vous pouvez dire, je le fais parce que, bon, il faut y penser, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organisations qui génèrent un lobbying important à Bruxelles. Et les pêcheurs, à l'initiative des pêcheurs français, je le dis pour vous, ont créé presque une ONG, c'est Bluefish, voilà, je vous laisserai en parler. Je pense que c'est bien aussi de dire que vous vous organisez pour une pêche responsable. Et c'est pas à moi de le dire, mais je le fais entre parenthèses. Je vous laisserai le développer parce que je pense que vous êtes bien mieux placé. Mais j'ai une question technique par contre par rapport à ça, c'est puisque en termes d'énergie, puisqu'on sait que ça coûte très cher, l'énergie, est-ce que dans votre projet, cette dimension-là est prise en compte également ? Oui, parce que nous, on a 3 postes importants. Sur le projet qu'on a mis en route, il y a 3 postes importants. Confort et sécurité, ça c'est le point le plus important. Deuxième point, c'est le poste gasoil. Donc il faut qu'on diminue notre poste gasoil parce que si on peut diminuer de 20% notre poste gasoil, on aura gagné à ce niveau-là. Et le dernier point, c'est valoriser notre pêche. Je pense qu'on peut valoriser un peu plus ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des choses qui existent. Avec, comme on disait tout à l'heure, le confort et puis la sécurité des hommes, c'est avec des tapis, avec comment on appelle ça, des cuves. Enfin, le poisson peut tomber dans une cuve réfrigérée. Enfin, le poisson est saisi aussitôt. Après, il travaille sur un tapis, et après, il est glacé avec une glace liquide. Enfin, il y a des choses qui existent. Donc, comme je vous dis, il y a 3 points importants. Le poste sécurité et puis confort, poste gasoil, enfin, motorisation, et puis valorisation de la pêche. Ces 3 points-là. Juste un petit point qui me vient à l'esprit quand on parle bateau du futur, innovation, motorisation. Donc il y a des projets de motorisation un peu innovants. Donc vous avez dû entendre parler de l'hydrogène, par exemple. Il y a des projets en Pays de la Loire sur le sujet de navires à hydrogène. Sauf que souvent, les innovations, elles sont rattrapées par la réglementation, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, bien qu'il y ait des choses développées de ce type-là, eh bien, elles ne sont pas applicables parce que la réglementation ne va pas assez vite. Et que, du coup, il y a des contraintes à ce niveau-là pour pouvoir
tester ces innovations-là, qui sont là de réelles innovations. Alors après, ça nécessite des aménagements, un environnement, que sur les quais, on puisse retrouver facilement l'hydrogène. Mais voilà, il y a quand même des choses qui se font aussi en termes d'innovation, qui peuvent être bloquées par des réglementations, d'autres qui avancent quand même. On a parlé de l'électrique tout à l'heure. Il y a un bateau qui s'appelle la Frégate, qui aussi entre dans le cadre des navires du futur, puisque c'est un navire qui a une motorisation hybride diesel-électrique. Voilà, donc c'est juste pour citer quelques exemples en termes d'innovation sur les motorisations qui, malheureusement, sont pas toujours suivies d'effet du fait d'un frein réglementaire, tout simplement. J'ai juste continué là-dessus parce que tu parles de la Frégate. C'est vrai qu'ils ont été devant un mur. Ils ont essayé de faire le GNL au gaz. Il y a eu une station de mise à Boulogne. Ils ont vraiment avancé sur ce sujet-là. Mais au niveau administratif, c'était compliqué. C'est juste au niveau administratif, hein, parce que ça marche très bien. Ça marche à l'étranger. Le GNL marche à l'étranger. Mais au niveau administratif, en France, c'est compliqué. Au niveau, si pas l'administration, c'est le BV, c'est pas le BV, c'est... Enfin bref, ils s'en s'aballent et puis du coup, on n'avance pas. Et c'est vrai que la Frégate a essayé de le faire, et puis bon, ils ont été contraints d'arrêter, quoi. Et c'est un projet qui était intéressant parce que ça s'est terminé en septembre 2015 et c'est la suite. Nous, on prend la suite de la Frégate, justement. On prend une continuité. Il y a des choses de fait sur ce bateau-là qui sont intéressantes, d'autres un peu moins, mais bon, je pense qu'il y a eu pas mal de choses innovantes et il faut continuer, il faut avancer. Donc on va essayer de le faire. Avec toutes les innovations de développement durable et de sécurité, etc., le prix des bateaux ils vont forcément augmenter au fur et à mesure. Donc de 3 000, on va passer à 4 000, etc. Et les rénovations vont devenir encore plus chères. Et même à plusieurs, au bout d'un moment, ça va plus être trop possible. Et sans les aides, on n'arrivera pas. C'est vrai que ça a un coût, mais j'ai acheté mon premier bateau, moi, en 87. En 87, je parle en francs, parce que à l'époque c'était en francs, c'était 250 000 francs. J'ai fait un bateau il y a 11 ans qui coûtait 1,6 million d'euros, on me disait que j'étais fou. Mais fou, et puis on me disait que je rapportais moins. 1,6 million il y a 11 ans, on a réussi. C'est plus rentable des fois de mettre 1,5 million, 2 millions d'euros sur un bateau neuf. Un bateau neuf que mettre je sais pas moi, 500 000 euros sur un bateau qui a 30 ans. Parce que l'entretien d'un bateau de 20, même de 20 ans, un entretien sur un bateau de 20 ans, c'est énorme. Donc des fois, mieux vaut mettre 1,5 million ou 2 millions d'euros sur un bateau neuf. Les avantages, c'est que le bateau ira en mer. Les 10 premières années, il y aura juste un entretien normal. Il y aura moins de panne. Donc tout ça, comment dire ça, c'est plus facile, quoi. C'est plus facile de gérer un bateau neuf qu'un bateau qui a 20 ans ou 30 ans. Quand vous voyez le coût d'un entretien d'un bateau de 20 ans, c'est la folie, hein. Le bateau peut stopper 2 mois, 3 mois dans l'année, mais un bateau qui est stoppé 2-3 mois dans l'année, son année est foutue. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai qu'aujourd'hui, un 19 mètres, ça coûte 3 millions d'euros. C'est vrai que c'est impressionnant, mais on a fait trois choses différentes. Nous, on a fait une rénovation, on a acheté des vieux bateaux, et on a fait des bateaux neufs. C'est plus rentable c'est plus rentable un bateau neuf. C'est plus cher, c'est vrai, mais c'est impressionnant. Mais aujourd'hui, je sais que demain, si je dois faire un bateau de 3 millions, ça ne me dérange pas. Je préfère mettre 3 millions dans un bateau neuf que acheter un bateau qui coûte 500 000 euros qui a 30 ans. Vos futurs bateaux seront tous des chalutiers ? Oui, ce sera des chalutiers parce que je sais faire que ça. Si demain je peux faire un bateau avec
de canne à pêche, je ferais, mais certains ONG voudraient faire. Certains ONG aimeraient qu'on ait juste des cannes à pêche. Mais Par rapport non. à la scène écossaise. La scène écossaise, mais c'est un bon métier. Tant que tout métier, moi je dis que tout métier, tant qu'il est encadré, il n'y a pas de mauvais métier. Tant qu'il est encadré, qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'il y a des quotas, qu'il y a des limites, il n'y a pas de mauvais métier. La scène danoise, c'est un métier, c'est un beau métier. Mais il ne faut pas qu'il y ait non plus que tout le monde fasse ça. C'est comme le pélagique, c'est comme les filets. Il n'y a pas de mauvais métier. Tant que le métier est encadré, et puis là, vous parlez de la scène danoise, au niveau qualité, c'est des poissons extra, c'est superbe. C'est un poisson qui est vivant pratiquement. Donc il y a une mauvaise image sur la scène danoise, comme il y a sur le pélagique, mais il ne faut pas croire. C'est des métiers qui ciblent des espèces, mais voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut que ce soit encadré. Tant qu'il est encadré le métier, il n'y a aucun problème. Je pose une question là, de néophyte. La scène danoise, exactement, qu'est-ce que c'est? La scène danoise, comment expliquer ça pour faire simple, c'est une maillette, c'est un peu une maillette, pour être simple, c'est un câble où on entoure le poisson au fond. C'est comme la scène en surface, vous voyez, mais là c'est au fond. On entoure le poisson au fond avec un système de maillettes, de câbles et de chaluts, mais qui regroupe, qui rassemble le poisson au milieu et qui est pêché par le filet, quoi. Mais c'est une chose c'est un métier qui est récent en France. Je ne sais pas si vu que ça, mais qui est mal vu, mais je trouve un peu dommage parce que soi-disant ça pêche beaucoup, mais pas plus que d'autres métiers. C'est comme je vous dis, il n'y a pas de mauvais métier. J'entends dire que c'est plus rentable que le chalut. C'est plus rentable à certaines périodes, pas toute l'année non plus. Il y a des périodes de l'année, ça sera plus rentable, oui, mais d'autres périodes, ça sera plus rentable le chalut. Et d'autres périodes, ça sera plus rentable le filet. Il y a des saisons. Et chaque espèce de poisson, chaque espèce a une saison donnée. Et chaque poisson travaille différemment. Je prenais comme exemple le bar, on parle du bar. C'est pas l'exemple pur, mais bon, rien, j'en parlais quand même. Mais le bar, au mois de novembre, décembre, janvier, le poisson est au fond, donc il est pêché par les chalutiers. Arrivé au mois de janvier, le poisson décolle. Il est pêché par les pélagiques, capanots. Après, il est pêché par les ligneurs au mois de juillet. Voilà, chaque espèce travaille différemment et est pêché selon le métier, selon la saison, tout simplement. Mais le bar, si tout le monde pêche à la ligne, il n'y a pas grand monde qui va manger du poisson. Donc il faut des chalutiers, il faut des filières, il faut de la scène danoise et des ligneurs. Mais parce que si demain on met que des ligneurs pour pêcher le poisson, bon, on ne mangera plus de poisson. Hein. Il n'y aura du poisson que pour les riches. Hein. C'est tout. Hein. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas de mauvais métier. Tout le monde a le droit de pêcher, tout simplement. C'est encore moi. Je voudrais parler des marins. Alors, un marin, il peut être sur un bateau à quel âge? Et est-ce qu'il faut un diplôme? Ou est-ce que c'est encore le marin qui est sur le port et qui dit bon voilà, je cherche un embarquement? On a un prof parmi la salle, là, il va vous expliquer ça. Enfin, tu sais très bien, je suis enseignant de sport quand même. Hein. Je suis pas enseignant de technique pêche. Sport, mais prof. Non, mais effectivement, il faut un diplôme, il faut une formation, et je vais vous me donner la possibilité de m'exprimer sur un sujet qui me fâche beaucoup. Parce que ce soit Bruxelles ou nos gouvernants n'ont pas compris ce que c'était l'apprentissage en France. Et il faut savoir que nos jeunes qui sont chez nous au lycée maintenant, il faut attendre 15 ans pour aller à la pêche, faire une marée dans le cadre de leur apprentissage. Donc on ne peut pas développer l'apprentissage en France. Et il y a encore une deuxième aberration. Les gamins à la pêche peuvent aller à 15 ans, mais les gamins qui naviguent au commerce et connaissent les bateaux ici
vaut mieux quand même naviguer au commerce. Par exemple, les bateaux là, qui font Transrad, c'est moins fatigant, mais il faut avoir 16 ans. Alors, bon, à part ça, pour pouvoir naviguer, il faut au minimum un CAP de matelot. Et là, les jeunes qui sont avec moi aujourd'hui, eux, sont en terminale bac pro. Ils sont passés par un BEP en première année. Pour certains, c'est-à-dire que dans les matières principales, navigation, enfin les matières professionnelles, s'ils ont leur moyenne à l'examen, ils ont ce qu'on appelle l'équivalent du capitaine 200. Et au bac, même chose, capitaine 500. Mais on peut avoir le bac sans avoir l'équivalent brevet. Parce qu'on n'aura pas eu des notes suffisantes dans les matières techniques. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là-dessus, si ça vous va. On a un peu dévié du sujet, mais je pense que c'était intéressant. Puis de profiter des jeunes là, qui sont venus du lycée, c'était bien pour tout le monde aussi. On va remercier Eric et Françoise. Et puis, donc, je vous rappelle que le dossier sur les pêches, enfin, les innovations à la pêche, il est en ligne hein, sur le site de l'Espace des Sciences. Vous pouvez le retrouver. Et puis d'autres conférences, hein, parce que cette conférence sera mise en ligne aussi rapidement. Je pense à Bluefish tout à l'heure. On a accueilli en janvier hein, quelqu'un de Bluefish qui est venu nous présenter l'ONG. Donc, vous pouvez aller voir aussi. Bonne soirée.